FM. La Générale. La Générale. La Générale. Bonsoir à tous et bienvenue dans la Générale de l'information qui sera co-présentée avec Ulrich Abalo. Ulrich Abalo, bonsoir. Karine Diegui, bonsoir à tous. Avec vous, les titres de ce 19h. Dans les titres de ce 19h, Yves Kouaro-Chabi, le ministre de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, dresse le bilan des actions menées dans son ministère depuis 2016 à ce jour. Appelé à se prononcer sur les grands changements opérés dans son secteur, l'autorité ministérielle affirme que beaucoup de choses ont changé. Vous suivrez ses propos dans le journal. Pendant ce temps, les usagers du tronçon Parakou-Djougou peuvent désormais emprunter le trajet sans crainte. Les travaux de réhabilitation de l'ouvrage de franchissement sont lancés. Ces travaux démarrent environ 2 semaines après la dégradation d'un pan du pont Wessi situé à Sanson. Dans cette édition, vous aurez la confirmation avec le chef de l'arrondissement de Sanson. Et puis, ils sont à l'honneur ce jour. Les artistes sont célébrés ce vendredi 25 octobre à l'occasion de la Journée internationale des artistes édition 2024. Dans le cadre de cette célébration, la rédaction a fait immersion dans la vie professionnelle d'un sculpteur exerçant sur place ici à Parakou. Reportage à suivre. À suivre également les nouvelles sportives, le tour de l'actualité africaine et dans les 5 dernières minutes, la revue de presse nationale. La Générale. Geoffroy Tolly assure la mise en onde de cette édition. Éducation pour démarrer, le ministre des enseignements secondaires fait le bilan de 8 ans de gestion dans le sous-secteur de l'enseignement. Selon lui, beaucoup de choses ont changé. C'est effectif, Karine Diegui, et c'est à la faveur d'une sortie médiatique amenée à se prononcer à l'entame sur ce qui a changé en matière de gouvernance dans ce sous-secteur de l'éducation. Le ministre Yves Kouaro-Chabi affirme que beaucoup de choses ont changé. Il s'agit entre autres du respect du temps scolaire, la cessation des grèves perlées et une meilleure disponibilité des enseignants, une amélioration des conditions de travail des enseignants et l'élévation de la qualité de l'enseignement dispensé. On écoute le ministre des enseignements secondaires, Yves Kouaro-Chabi. Parlant de gouvernance, beaucoup de choses ont changé et c'est visible. Je vous prends à témoin. La première chose que je peux dire, c'est déjà le temps scolaire qui, depuis il y a quelques années, depuis 8 ans, le temps scolaire est respecté. Pour nous, le temps scolaire est sacré parce que le temps ne se rattrape pas. Alors, lorsque une année qui doit faire 9 mois est amputée, comme par le passé où on avait des années scolaires de 5 mois, vous comprenez que cela pose des problèmes. Donc, vous observez que depuis quelques années, le temps scolaire est vraiment respecté. Il n'y a plus de grève intempestive. C'était la principale cause. Les apprenants et surtout les enseignants se donnent au travail avec joie, avec gaieté, avec enthousiasme. Et ça, je crois que c'est à l'actif de tous les acteurs, évidemment, du gouvernement. Toujours au niveau de ce sous-secteur, vous allez aussi constater qu'il y a un regain de confiance vis-à-vis de l'école publique. Par le passé, les parents d'élèves, y compris peut-être vous et moi, nous envoyions systématiquement nos enfants dans le privé, pas parce que c'était pas fantaisie, mais justement parce qu'il se posait des problèmes de confiance. À ces actions s'ajoutent bien d'autres, des actions qui sont allées dans le sens du renforcement du dispositif en infrastructure scolaire. Le grand changement intervenu dans la disponibilité du personnel enseignant est le changement du système de vacation au profit du système d'aspirana. Le ministre de l'enseignement secondaire explique que le recrutement se fait désormais sur la base d'un test de sélection. Écoutons le ministre Yves Kouaro-Chabi. Par le passé, les établissements étaient obligés de faire recours aux enseignants vacataires. Un recours systématique aux enseignants vacataires pour régler la question d'enseignement. Et vous saviez tous comment cela se passait. Il n'y avait pas réellement un contrôle de la question. On pouvait prendre des enseignants qui n'avaient pas le profil, avec un fond de clientélisme, etc. Et nous notions des classes d'examen qui n'avaient pas de professeurs de sciences et consorts, des classes d'examen. Aujourd'hui, c'est révolu. Déjà, le système de vacation a changé. Nous avons mis en place le système d'aspirana qui permet de régler
la question donc de la pénurie numérique et également de qualité. J'insiste sur la qualité pour mentionner que ceux qui sont utilisés sont dans une base de données et cette base de données est constituée après un test de sélection et peuvent prendre part au test de sélection des enseignants qui répondent à un certain profil. La première autorité de l'enseignement secondaire au Bénin a par ailleurs indiqué que la création de la plateforme EducMaster a également révolutionné la gestion administrative. Une plateforme qui a rendu, selon elle, les processus plus transparents et efficaces. Le budget alloué à ce sous-secteur a connu une augmentation impressionnante, s'est félicité le ministre. Le budget de l'enseignement secondaire au Bénin est passé de 61 milliards de francs CFA en 2016 à près de 199 milliards de francs CFA en 2024, soit un taux d'accroissement de 223,23%. Toujours éducation, alerte un pan du mur d'un bâtiment de l'école primaire publique Kanabé dans la deuxième circonscription scolaire de Parakou est sur le point de s'écrouler. L'infrastructure éducative construite il y a plusieurs années ne tient vraiment plus sous l'effet de l'érosion. De quoi craindre pour la sécurité des apprenants et le bon déroulement des activités pédagogiques. La situation inquiète d'ailleurs les responsables de l'établissement. Alice Oolabi est la directrice de l'EPP Kanabé Groupe A. On l'écoute. C'est suite à la pluie diluvienne du 10 octobre 2024 que mur d'un ancien bâtiment de l'EPP a été effondré. Ce bâtiment, c'est un ancien bâtiment de l'école. Et quand on a construit les autres bâtiments, c'est laissé, c'est souvent les bonnes dames viennent déposer leurs tables et bancs et le gardien par moi reste dedans. Face à cette situation, les responsables de l'école disent avoir déjà saisi la hiérarchie. Alice Oolabi exhorte d'ailleurs les autorités à faire diligence pour éviter le pire. On écoute la directrice de l'école primaire publique Kanabé Groupe A. À notre arrivée, le constat ainsi fait, on a alerté le bureau APE pour venir faire le constat avec nous, qui nous a demandé de saisir la mairie. On leur a envoyé une correspondance. Le DST de la mairie est déjà venu faire le constat et ce qu'ils eussent fait immédiatement, ils ont exigé qu'on enlève la tôle et qu'on démolit la partie tombée. Mais ce qui a été fait, une partie du bâtiment a été décoiffée pour séparer le mur tombé de l'intérieur du bâtiment. L'appel d'urgence que je lance là, c'est que on n'a qu'à venir nous aider à démolir le reste de ce mur qui est effondré parce que la partie est en l'air. Ça ne rassure pas ces apprenants qui tenteraient parfois de toucher. De toute l'urgence là est de venir nous aider. On va venir démolir le reste du mur effondré. Au chapitre infrastructure, dans ce 19h, les usagers du tronçon Parakou-Djougou peuvent désormais emprunter le trajet sans crainte. Bonne nouvelle effectivement pour les usagers de la route Parakou-Djougou. Le pont de Wessi, situé dans l'arrondissement de Sanson dans la commune de Tchaourou, est en pleine réfection. L'infrastructure de franchissement dans un état de dégradation avancée depuis environ 2 semaines est désormais en chantier. La confirmation nous a été donnée par Sabigado Biodabo, chef de l'arrondissement de Sanson. Il s'est réjoui de ce que les cris de cœur des usagers de cette route et ceux des populations environnantes soient pris en compte. On écoute pour plus de précision Sabigado Biodabo, chef de l'arrondissement de Sanson dans la commune de Tchaourou. Je passe par ce canal pour tenir informer l'opinion publique que notre cri de cœur relatif au risque d'effondrement du pont sur le fleuve Wessi, situé à côté du village de Sibou, suite aux effets des pluies survenues dans la nuit du mercredi au jeudi 10 octobre 2024, et qui avait été suffisamment relayé par votre organe de presse, a été favorablement entendu par les autorités indiquées à divers niveaux et que les travaux de réflexion de cet ouvrage ont effectivement démarré depuis hier, mercredi 23 octobre 2024. C'est le lieu pour moi de remercier sincèrement le gouvernement qui, par cette promptitude dans sa réaction, montre une fois encore son attachement aux préoccupations des populations à la base. Nous allons souhaiter une bonne suite de travaux à l'entreprise habilitée à
à faire cette réflexion afin que la circulation sur l'axe Djougou-Parakou soit rétablie le plus tôt que possible à cet endroit. À Parakou, à présent, la saison pluvieuse 2024 tire progressivement à sa fin, mais le calvaire des usagers du tronçon Balikani-Damabou est loin de connaître son épilogue. Et pour cause, le fameux pont de Daman qui relie ces deux quartiers du 2e arrondissement de Parakou est encore plus dégradé que les saisons écoulées. Conséquence, traverser cet ouvrage de franchissement est devenu chose quasi impossible pour les usagers qui ont déjà vu plusieurs des leurs emportés par les eaux les années antérieures. Cette situation empêche également les élèves de rejoindre leur établissement parce que ne pouvant pas traverser le pont quand l'eau monte. Confirmation à travers les propos de Elias Rinvi, il est habitant du quartier Obekouga. Vraiment, pont de Daman, c'est un calvaire et cela ne date pas d'aujourd'hui. À chaque année, ça fait environ 4 ans que nous sommes à Obekouga et nous traversons le pont de Daman pour venir vers le village de Obekouga. Ce pont est tellement dégradé que vraiment quand il pleut, des fois on est obligé d'aller passer vers Gouné pour pouvoir rejoindre nos maisons. Et ceux qui ont de motos, des fois, n'arrivent pas à traverser. Ceux qui ont des véhicules, des fois, sont obligés de garer leurs véhicules en ville. Et voyez l'état du pont, vraiment, tout est déjà gâté là. Et à chaque année, la population essaie de se consulter, colmater quelques sous pour pouvoir faire une réparation de ce pont. Mais hélas, ça ne tient pas. L'année dernière, ça a emporté une vie humaine. Et l'année passée, c'est une moto qui est partie. On a des écoles qui sont après le pont, vers le quartier de Bamora. Le CEG est au niveau de Banikani. Donc, quand il pleut, les enfants sont obligés carrément de rester à la maison. Puisque l'eau qui traverse des fois, quand il pleut, l'eau doit faire d'abord 2 heures du temps, 3 heures du temps, avant que le pont ne soit libéré. Face à cette situation, les habitants se disent impuissants. Ils disent avoir mené des démarches auprès de la mairie sans résultat et appellent l'État central à l'aide afin de soulager leur peine. Écoutons l'invite de cet habitant de Wobekouga Ilanon, Elias Rinvi. En ce qui concerne l'État, vraiment, nous les demandons encore pardon de faire tout possible pour pouvoir nous aider, puisque la population a délégué une commission qui est partie auprès de la mairie entre-temps pour aller les voir et parler aux autorités. Le CA aussi a vu, on a beau faire des réunions, on a parlé là-dessus. Ils ont dit qu'ils vont essayer de voir les autorités compétentes à la matière pour pouvoir nous aider. Mais la mairie a dit qu'elle n'a pas les moyens pour pouvoir réaliser ce pont parce que c'est un grand pont. Maintenant, au niveau de l'État, nous les sollicitons encore de tout faire pour pouvoir nous aider. Il suffit seulement que nous on ait le pont de Daman et vraiment la population entière serait contente. Si les autorités ont vu qu'ils n'ont pas les grands moyens pour pouvoir faire les petits moyens qu'ils ont, s'ils peuvent déjà nous aider pour pouvoir faire un peu comme le pont qui passe vers le pont de Gouné, si on peut déjà réaliser un petit truc comme ça, ça va nous aider, nous la population. La Générale. Dans la suite de cette édition, nous l'annoncions dans les titres, les artistes sont à l'honneur ce vendredi. Effectivement, Karine Djegui, la communauté internationale célèbre ce jour les artistes. Cette journée est dédiée à honorer la contribution de ces artistes au sein de notre société. À l'occasion de cette journée, Cybèle Lesotamiga est allée à la rencontre d'un sculpteur sur bois dans la ville de Parakou. Suivons ensemble le reportage qu'elle nous propose. Ces bruits que vous entendez ne proviennent pas d'un atelier de menuiserie, mais plutôt de celui d'un sculpteur sur bois. Lambert comme Lambokor, la 50aine environ, sculpteur sur bois à Parakou est le patron des lieux. Il exerce ce métier depuis plus d'une dizaine d'années et s'y plaît bien. Sa spécialité, créer des motifs, des sculptures, des représentations humaines ou animales à l'aide du bois. Nous travaillons avec le bois, nous transformons le bois en dessin. Tout objet, quand nous prenons le bois par exemple, nous sommes capables de transformer ce bois en tout objet. Peut-être les objets que les clients veulent ou bien les objets que nous-mêmes on a l'idée puis on les fabrique. Quand j'ai le bois, l'objet qui me vient en tête en premier, je vais parler des animaux. Aussi, si je vais ajouter aussi les personnages et beaucoup de choses enfin. Ce métier, aussi complexe que passionnant,
s'apprend et peut être exercé par toute personne. Je vais dire, tout le monde peut être sculpteur. On a parlé de la passion tout à l'heure. Je ne vais pas dire, il y a même dans la sculpture, la femme travaille aussi dans la sculpture. Et quand tu as la passion pour la chose, c'est facile à faire. Tout métier, je vais dire, il faut être patient. Le sculpteur sur bois donne vie à un morceau de bois à qui il attribue une existence grâce à un savoir-faire et un talent qui s'acquiert au fil des années. Mais le métier nourrit vraiment son homme, Lambert comme Lamboko. Sincèrement, je ne vais pas mentir. Il faut être un ingrat pour dire que ça ne nourrit pas. Sinon, ça me permet de vraiment de souvenir à mes besoins. J'ai essayé de réaliser certaines choses dedans. L'assemblage du bois est réalisé de manière à éviter les fissures et les finitions sont spécifiques et très variées, d'où la complexité de ce métier. Si je vais énumérer quelques difficultés, d'abord même à partir de bois que nous travaillons, il y a des difficultés dedans. Parce que ce n'est pas tout bois qu'on sculpte. Il y a des bois qui sont des bois jetés où les choses perforent. C'est-à-dire les insectes, quand ils trouvent ça rapidement. Donc ce n'est pas conseillé de sculpter avec ces genres de bois-là. Mais des bois que nous aimons plus là, c'est des bois que les forestiers ne nous laissent pas la main pour aller battre ça en brousse comme ça. Il y a aussi, dans la sculpture, nous n'avons pas un marché d'écoulement. Moi, je n'ai pas encore vu un marché d'écoulement digne de nom là au Bénin ici. En ce jour où la communauté internationale célèbre les artistes, Lambert comme Lambokor appelle à honorer la contribution des artistes dans la société. Merci à Sibel pour ce reportage. Et cette bonne nouvelle, Karine Diagui, le pétrole va très bientôt couler au Bénin. Le pays sera, à compter de 2025, producteur et exportateur de l'or noir. C'est le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines qui fait l'annonce ce jeudi. À l'image du Nigeria, du Niger et de l'Angola, le Bénin va produire et exporter dès l'année prochaine le pétrole. À en croire les déclarations de Samou Seydou Adambi, le pays travaille sur ce projet depuis 8 ans et demi avec des partenaires fiables. L'année prochaine, le gouvernement prendra toutes les dispositions pour que l'extraction de l'or noir soit effectivement une réalité au Bénin. On écoute le ministre de l'Eau, de l'Énergie et des Mines, Samou Seydou Adambi. Notre pays sera un pays minier, effectivement, à partir de l'année prochaine. Nous allons commencer par véritablement exploiter ce que nous avons comme mine. Si vous allez à Glodibé, vous allez voir une usine de fabrication de carreaux à partir de nos matériaux locaux, à partir de l'argile, à partir du kaolin et autres matériaux de carrière du Bénin. L'année prochaine également, je vous rassure que le gouvernement mettra tout en œuvre pour commencer par extraire en eau profonde. Nous avons déjà de l'or blanc, mais on aura de l'or noir. Le Bénin. Depuis 8 ans et demi, on y travaille, à travers les textes, à travers les partenaires sérieux, et maintenant, c'est chose faite. L'année prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons commencer également par être un pays exportateur, producteur, puis exportateur du pétrole brut. Je sais que nos compatriotes meurent d'envie de voir notre pays produire du pétrole. Ça va être chose faite. Pendant ce temps, 31 emballages de chanvre indien et des produits pharmaceutiques contrefaits saisis. C'est le fruit d'une opération menée par le commissariat du 7e arrondissement de Cotonou. Alerté par les faits, une équipe de ce commissariat a effectué une descente inopinée sur les lieux. L'opération a permis, dans un premier temps, d'interpeller 2 individus en flagrant délit de trafic de chanvre indien et de produits pharmaceutiques contrefaits. Une fouille corporelle et une perquisition ont permis dans un second temps de saisir 31 emballages de chanvre indien et des médicaments contrefaits communément appelés tramadol. Les présumés trafiquants ainsi que les produits saisis ont été remis à l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs pour approfondir les investigations sur ce cas de trafic de stupéfiants. Interpellation également à Comé, n'est-ce pas, Ulrich Abalo? Effectivement, Karine Diagui, 2 individus ont été aussi interpellés et une importante quantité de chanvre indien saisie
lors d'une opération menée le jeudi 17 octobre 2024 par les éléments du commissariat de l'arrondissement de Comé. Ces derniers ont été surpris en flagrant délit de consommation de produits psychotropes. Une fouille corporelle j'y arrive ainsi qu'une perquisition effectuée au domicile des deux principaux suspects ont permis de saisir non seulement une quantité significative de chanvre indien, mais également 4 téléphones portables Android contenant des informations liées à des activités de cybercriminalité. En attendant de traquer tous les membres de ce réseau, les 2 suspects interpellés ont été remis à la structure compétente pour les investigations. On va faire place à présent aux nouvelles sportives. On parle sport dans ce 19 avec vous, Jacques Débé, bonsoir. Bonsoir Ulrich, bonsoir Karine. Éliminatoire Cannes 2024, le Bénin battu par le Togo pour le compte du match aller. Chez les Guépards locaux ont courbé le Chine face aux éperviers locaux ce vendredi même au stade Kégué de Lomé. Et ceci au terme de la manche aller du premier tour des qualifications pour le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, édition 2024. Les protégés de Moussa Latoundi ont concédé l'ouverture du score en début de partie à la 11e minute au retour des vestiaires. Imran Hassan et ses coéquipiers n'ont pas réussi à rétablir la parité et vont encaisser un nouveau but en fin de match à la 90e minute plus 4. Défaite 2-0 donc à l'arrivée. Et cette défaite met le Bénin en ballottage défavorable avant le match retour prévu dans une semaine à Abidjan. Les Guépards prime reçoivent en effet le Togo après le 3 novembre prochain au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire. CAF, on poursuit Jacques Débé, Patrice Motsepe, officiellement candidat à sa propre succession. Les doutes sont désormais levés. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, sera candidat pour un autre mandat à la tête de l'institution. Selon un communiqué de la CAF, la Confédération africaine de football, de nombreux présidents d'associations membres de la CAF ainsi que des présidents d'unions régionales et diverses parties prenantes ont encouragé Patrice Motsepe à briguer un second mandat. Ce soutien massif a été déterminant dans sa décision de se présenter aux élections présidentielles de la CAF qui auront lieu en mars 2025. Merci Jacques Débé, c'était l'actualité sportive. Après vous, les nouvelles du continent. Un tour sur le continent avec vous, Karine Diegui. On démarre par le Mali. Le chef d'un marché à bétail est enlevé par la sécurité d'État en plein mouvement de grève. Effectivement, le président du marché à bétail de Niamana à Bamako a été enlevé ce mercredi soir par des hommes en civil. Selon les informations du RFI, il est actuellement détenu par la sécurité d'État. L'enlèvement de Boubou Sissé, figure emblématique et influente du secteur, survient dans un contexte de grève déclenché mardi par des commerçants des parcs à bétail de Bamako. De nombreux acteurs dénoncent une stigmatisation des Peuls, communauté majoritaire chez les éleveurs, et s'alarment des conséquences pour les milliers de familles qui dépendent financièrement de ces marchés. Et pendant ce temps au Mozambique, après la victoire du Frélimo, les tensions restent vives dans le pays. Le climat sociopolitique reste tendu après l'annonce ce jeudi 24 octobre de la victoire de Daniel Chapo à la présidentielle. Le candidat au parti du pouvoir Frélimo a été élu avec près de 111% des voix selon la commission électorale. Un résultat toujours contesté par Venyaso Mondlane, arrivé deuxième, qui appelle ses partisans à paralyser le pays. Des affrontements ont éclaté ce jeudi entre manifestants et forces de l'ordre. Le bilan communiqué par la police ce vendredi faisait état d'un mort et de plus de 300 arrestations. Et puis au Moyen-Orient, Karine Diegui, le nord de la bande de Gaza vit ses heures les plus sombres, alerte un haut responsable de l'ONU. Le nord de la bande de Gaza vit ses heures les plus sombres, affirme ce vendredi 25 octobre le haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, avertissant
que les actions d'Israël pourraient s'apparenter à des atrocités criminelles et risquaient de mener la population à la famine. Israël qui combat le Hamas dans la bande de Gaza depuis l'attaque meurtrière du 7 octobre 2023 sur son territoire a lancé ce mois-ci une offensive aérienne et terrestre majeure dans sa partie septentrionale, disant vouloir empêcher les militants de ce mouvement islamiste de s'y regrouper. Merci Karine Diagui pour toutes ces informations. On va faire place à présent au journal des journaux, la revue de presse nationale estampillée Epiphane Chabé. Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de presse. Le Bénin compte faire son entrée dans le cercle restreint des producteurs de pétrole en Afrique. Selon le ministre des Mines, Samou Seydou Adambé, tout est prêt pour lancer la production et l'exportation de pétrole depuis Cotonou dès l'année prochaine. Les 4 vérités, le Canard du Nord, Éveil Info, l'Informateur et bien d'autres journaux en parlent et précisent que le pays ne souhaite plus laisser ses ressources minières inexploitées. Le gouvernement s'engage donc dans une politique de valorisation de ces ressources pour soutenir la croissance économique, fait savoir le Canada du Nord qui ajoute que selon les mêmes sources, le ministre a annoncé la production et l'exportation du pétrole par le Bénin dès l'année prochaine. Samou Seydou Adambé a aussi expliqué selon l'Informateur que les travaux visant à lancer la production du pétrole ont commencé il y a 8 ans et selon lui, ces efforts vont porter bientôt leurs fruits et le Bénin va bénéficier des retombées de cette ressource minière, conclut les publications. Dans la suite de cette revue et toujours avec le ministre Samou Seydou Adambé et dans sa dynamique d'assurer la fourniture en énergie électrique aux populations béninoises, le gouvernement du Bénin a encore posé un pas significatif le jeudi 24 octobre 2024 dans la commune de Semekpodji. Selon le matinal Le Canard du Nord, les ministres Samou Seydou Adambé et Abdoulaye Biotchane ont procédé à la mise en service de postes de transformation électrique érigés dans cette commune. L'ouvrage électrique, qui a été réalisé par le groupe Vinci Énergie sur une période de 2 ans, s'inscrit dans le cadre du projet PAD SBE et à l'occasion de la cérémonie d'inauguration de ce joyau, Abderrahim Gueda, le directeur du projet, a fait savoir que ce poste de transformation électrique va permettre de stimuler le développement de la zone industrielle en lui fournissant une énergie électrique fiable, stable et de qualité, fait savoir le matinal. André-Marie Kazmarek, le directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique, a souligné selon le Canada du Nord que le poste de transformation électrique de Semekpodji est destiné à devenir l'un des postes les plus importants du pays. Et dans son intervention, le ministre de l'énergie et de l'eau et des mines a exhorté la SBEE et la CEB à entretenir et à gérer convenablement cette infrastructure afin que les populations béninoises aient accès à l'énergie électrique de qualité, fait savoir le Canada du Nord. Et en procédant à la mise en service de ce poste, le ministre Abdoulaye Biotchane a salué les responsables de Vinci Énergie pour l'efficacité dans la réalisation du poste de transformation électrique de Semekpodji. Et après cette phase protocolaire, le président directeur général de Vinci Énergie a remis des clés de 8 véhicules pick-up à la SBEE et ces véhicules permettront à la société de faciliter les interventions de dépannage et d'entretien pour une meilleure satisfaction de la clientèle, conclut les publications. Et plus loin, la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale a été ouverte ce jeudi 24 octobre au palais des gouverneurs à Porte-Novo. Et dans le discours prononcé par le président Louis Gbéounou Vlavono, ce dernier a fait une allocution axée sur 3 principaux points, fait remarquer le potentiel qui ajoute que le premier est l'invite des députés à l'amour au détriment de la haine et le président de l'Assemblée nationale a estimé que c'est le chemin pour bâtir une nation prospère. Le deuxième axe de sa déclaration est relatif à l'affaire dite de coup d'État au Bénin qui continue d'agiter l'opinion publique nationale et internationale précise 24 heures au Bénin. Après avoir dit son amertume face à la tentative contre l'ordre démocratique, Louis Vlavonou a appelé les députés à la retenue afin de laisser la justice faire son travail en toute impartialité, note Matin Libre. Le troisième point qu'il a développé est son appel au travail et à ce niveau, il a mis un accent particulier sur l'ordre du jour très dense de la dite session. Ce faisant, il a souligné que la session est essentiellement budgétaire sans oublier des projets et propositions de loi à examiner, conclut les publications. Et pendant ce temps, la nouvelle tribune
tribune s'intéresse au conflit entre agriculteurs et éleveurs au Bénin et précise qu'il s'agit des phénomènes persistants qui entraînent des conséquences sociales et économiques graves. Malgré tout ce qui est fait, le phénomène perdure et on se demande alors ce qui peut bloquer la recherche d'une solution durable et définitive à une situation qui n'a fait que trop durer. La publication note qu'il faut situer les responsabilités de chaque acteur impliqué, allant des gouvernements aux communautés locales. 2 morts ont été enregistrés le week-end dernier dans un affrontement entre éleveurs et agriculteurs dans l'arrondissement de Gouandir, selon la publication qui fait savoir que cette situation, qui n'en est en réalité qu'une de plus, vient alourdir le bilan de pertes en vies humaines et dégâts matériels causés par les récurrents conflits entre agriculteurs et éleveurs un peu partout au Bénin. Et à la publication de se demander qui doit concrètement porter la responsabilité de ces conflits. En attendant une réponse à cette question, 24 heures au Bénin, Nord-Sud quotidien, La Nouvelle Tribune et bien d'autres publications nous informent que la commune d'Adjoou a enregistré 2 morts et des dégâts matériels suite à la montée des eaux. Les pluies de ces derniers jours ont fait des dégâts dans cette commune du département de l'Ouémé et selon les publications, le chef du village de Gangba a confirmé que les eaux ont emporté des animaux ainsi que des greniers et 2 pertes en vies humaines ont été signalées, conclut les publications. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. C'est également la fin de cette édition co-animée par Ulrich Chabalo et moi-même Karine Djegui. Geoffroy Tolé lui a assuré la mise en onde à l'édition. On retrouve Epifan Chabi. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée à vous. C'était la Générale de l'information avec le service de l'information de Fraternité FM.